Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui j'ai mis la tenue et on va faire le match immobilier en direct vs bourse. C'est parti pour notre match. Alors tout d'abord, je m'excuse auprès des lecteurs, j'avais que ce maillot de rugby dans mon stock qui rappelle une triste finale de 2011 perdue 8-7. Oui, effectivement, c'est Trail qui aurait dû tirer cette pénalité à 50 mètres et pas Trinduc. Mais voilà, désolé, j'avais que ça en stock. Alors, on va attaquer ce petit match immobilier vs bourse. Alors, quand je dis immobilier, on retient plutôt immobilier en direct. Et comme vous l'aurez compris, on va le faire selon un format match de rugby. Alors, on va faire un peu en trois phases. Une phase performance, où on va comparer, une phase risque et puis une phase fiscalité. Alors, d'abord, sur la performance. Premier critère, la liquidité. Bon, la liquidité, ça va être la bourse qui va gagner puisque il va être facile de revendre assez vite vos actions et puis de pouvoir les transformer en euros quand vous avez besoin de cash. Sur de l'immobilier, ça prendra beaucoup plus de temps, même si vous trouvez un acheteur rapidement, il y aura les phases notaires, etc. Le temps que vous soyez payé, ça prendra plus de temps. Et puis si vous n'arrivez pas à vendre, ça peut prendre plusieurs mois. On va dire que ça vaut une pénalité, donc on est à 3,0 pour la bourse. Deuxième critère sur la performance que j'ai mis à analyser, ce sont les frais. Alors, sur les frais, la bourse, on va pouvoir acheter des actions pour 2 euros l'ordre, pour maintenant des droits de garde qui sont quasi gratuits ou quasi gratuits sur quasiment tous les courtiers en ligne. Donc, on va être plutôt très bien sur les frais. Sur l'immobilier, quand vous voulez acheter, vous avez des frais de notaire qui se montent à environ 8% du prix du bien. Une fois sur deux, des frais d'agence qui viennent se greffer là-dessus. Donc forcément, l'immobilier va aussi pas être en pointe sur les frais. Donc une petite deuxième pénalité pour la bourse et on est à 6,0 pour la bourse. Ensuite, on va étudier un critère que j'appelle moi la scalabilité. Alors dans la scalabilité, je vais mettre à la fois le travail à faire et l'avantage ou l'inconvénient du particulier, du fait qu'il a des petits montants par rapport aux institutionnels. Sur la scalabilité, sur le côté travail à faire, la bourse va être avantagée puisque finalement vous allez passer guère plus de temps en investissant, en gérant 1 million d'euros en bourse qu'en gérant 100 000 euros. Si on compare à l'immobilier, même si vous le faites gérer, si vous avez 10 apparts à 100 000 euros, ça fera plus de travail quoi qu'il arrive qu'un appart à 100 000 euros. Donc ça c'est pour le côté temps passé. Pour l'autre aspect que c'est l'avantage que l'on a par rapport aux institutionnels. Au début, quand vous commencez, vous n'avez pas forcément un patrimoine énorme. Et en bourse, ça va presque être un avantage parce que vous allez pouvoir aller sur des petites capitalisations sur lesquelles les institutionnels ne peuvent pas aller parce qu'ils décaleraient le marché en prenant ses parts. Ils devraient, voilà, s'ils ont des milliards à investir et qu'on a une capitalisation de 100 millions d'euros, soit ça ne va pas peser assez pour eux, soit s'ils veulent y aller dedans, ils vont devoir prendre des parts et décaler le marché, ça va être problématique. Ils ne vont pas donc suivre ça. Vous, en tant que particulier, vous pouvez en profiter. L'immobilier, c'est plutôt l'inverse. On a l'impression que sur le tout venant, on va dire, les appartements à 100 000, les biens à 200 000 euros, c'est ce que tout le monde veut, tout le monde se bat là-dessus parce que tout le monde a les moyens de se battre là-dessus. Si vous allez vers des hauteurs où l'oxygène se raréfie, typiquement des immeubles de rapport à plus d'1 million d'euros, vous allez avoir que la concurrence s'amenuise en fait. Alors que voilà, les gens qui ont des gros moyens et les institutionnels peuvent se positionner là-dessus. Donc c'est pareil sur ce côté scalabilité et puis position vis-à-vis des institutionnels. Je donne encore un petit drop à la bourse. Donc là, scalabilité plus avantage par rapport aux institutionnels. Notre ami bourse nous enchaîne un drop et une pénalité et mène 12-0. Alors après, sur les possibilités de levier qui du coup augmentent la performance puisqu'on est dans le côté performance. Évidemment, là, le levier, il est vraiment possible en immobilier, c'est-à-dire que vous pouvez investir avec un peu d'apport et faire un vrai levier sur un emprunt à taux fixe long, ce que vous ne pourrez pas faire à la bourse. À la bourse, vous pouvez faire un petit peu de levier avec des crédits lombards, mais non seulement ce n'est pas des taux fixes, en plus, vous ne serez pas sur des durées de 20 ans,
Et puis en plus, vous avez des risques d'appel de marge si les cours bourse, etc., en vous demandant de rembourser à l'avance ces crédits lombards. Donc on n'est pas du tout dans la même échelle et dans la même facilité de levier en bourse qu'en immobilier. Et ça pèse tellement que c'est un essai transformé en faveur de l'immobilier. Voilà, ce qui fait que le score se resserre et on est sur un score de 7 à 12 en faveur de la bourse. Donc ensuite, on a sur la régularité des loyers vs des dividendes, puisque c'est des choses qui vont vous amener de la performance régulière au-delà de la performance de plus-value. Bon, là, effectivement, les loyers vont tomber plus régulièrement que les dividendes parce que toutes les actions n'ont pas de dividendes. Alors, il ne faut pas forcément en faire un critère, hein, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, les dividendes, sinon vous seriez passé à côté d'Amazon, de Google, etc. Mais effectivement, d'avoir un flux qui tombe de façon régulière tous les mois, tous les ans, tous les trimestres, c'est quelque chose de confortable. Le loyer, ça va être le cas, et le dividende, même quand il y en a, il va être moins certain, c'est-à-dire que ce dividende, il peut être coupé s'il y a des problèmes dans la boîte, il n'est pas forcément si régulier que ça, toujours au même montant d'une année sur l'autre, et puis il est rarement mensuel. Donc une petite pénalité en faveur de l'immobilier, et le score se resserre, on est sur 12 à 10 en faveur de la bourse. Et dernier petit point sur la performance, là on va être sur la possibilité de faire du bagger, de démultiplier. Alors effectivement, quand on se débrouille bien, si on attend sur la bourse, sur des cas isolés, on peut faire des vrais multiples, des x10. Par exemple, celui qui a acheté une action Apple en 2012, il a fait x10 10 ans après. Sur l'immobilier, on va pouvoir faire de la plus-value, mais c'est quand même rare de faire des x10. On n'est pas dans ce genre de proportion. Alors même si le levier nous permet quand même, par rapport au fonds propre, de faire de la plus-value, mais si je prends par rapport au montant brut de l'immobilier, on n'est pas dans ces proportions. Donc là, je mets, pareil, un petit drop en faveur de la bourse qui marque 3 points de plus, et on finit avec 10 à 15 en faveur de la bourse, une fois qu'on a passé cette première couche performance. Alors, on va aller maintenant sur la partie risque. Alors, sur la partie risque, un petit point qu'on va mettre en avant, c'est la volatilité, l'aspect psychologie des foules. Alors effectivement, la bourse, vous voyez les cours bouger tout le temps. On a de la volatilité qui crée du risque parce que les cours bougent plus potentiellement si vous êtes dans un mauvais investissement. Sur de l'immobilier, votre cours peut baisser, votre prix peut baisser si vous avez fait un mauvais investissement, le marché peut baisser, mais votre bien il n'ira pas à zéro. En bourse, si vous avez investi sur une mauvaise entreprise, vous pouvez voir votre cours aller à zéro et perdre tout votre investissement sur cette ligne-là. Donc, on va mettre une petite pénalité en faveur de l'immobilier qui revient à 13 à 15. Ensuite, si on parle de risque, il faut qu'on parle de diversification. Alors la diversification va être plus facile en bourse, à la fois parce que vous pouvez diversifier sur plusieurs actions avec des petits montants. Un appartement, c'est tout de suite des sommes proches de 100 000 euros, donc c'est plus dur de diversifier. Vous allez pouvoir aussi diversifier au niveau international, c'est-à-dire prendre des boîtes qui font leur business aux États-Unis. Et en immobilier, si vous l'avez en France, vous n'avez peut-être pas conscience, mais il faut toujours penser aux événements qui sont pas hyper probables, hein. C'est un peu ce que montre Nassim Taleb, les événements qui sont relativement improbables, mais que s'ils arrivaient, vous ferez vraiment mal. Et par exemple, sur l'immobilier, un gouvernement à tendance très rouge, c'est pas totalement improbable en France, ça peut arriver, qui fait des lois où il y a une vraie socialisation des gains que vous avez fait en immobilier, avec tout votre immobilier qui est là, qui est fixe, qui est taxable, que vous ne pouvez pas bouger comme ça. C'est quand même, ça fait partie du risque. Donc on va remettre une petite pénalité en faveur de la bourse qui remène à nouveau 18 à 13. Et sur le risque, je mettrai un troisième point à étudier, c'est l'expérience de l'investisseur. Pour moi, l'expérience va avec le risque, et l'expérience, elle est plus longue à acquérir en bourse, parce que la bourse, c'est une école d'humilité, il faut une certaine maîtrise émotionnelle, et j'ai envie de dire, c'est presque plus facile de faire sur 10 opérations à 10 000 euros, 10 conneries à la suite, entre guillemets, parce que c'est à portée de clic, on est en tilt, on est devant l'ordi. Quand vous achetez, par comparaison, un seul bien à 100 000 euros, là, vous allez réfléchir, vous allez regarder sur tous les angles, c'est plus intuitif pour beaucoup de monde, parce que c'est de l'immobilier, c'est du bon sens paysan, etc. Donc, sur ce côté-là, je ferai marquer, pareil, une petite pénalité à l'immobilier qui va revenir à 16 à 18 après avoir passé cette partie risque.
Et on arrive à la dernière partie sur la fiscalité. Alors, on va voir deux aspects de la fiscalité. Le premier, ça va être la fiscalité pendant l'exploitation. La fiscalité pendant l'exploitation, notre immobilier, il va être taxé à votre taux marginal d'imposition, plus aux prélèvements sociaux. Alors vous pouvez l'atténuer avec du LMNP, etc., des conventions, mais bon, ça dure qu'un temps, et puis ce qui va au-dessus de la ligne de crête, c'est quand même taxé. Si vous êtes à un TMI à 30%, on est déjà à 47,2%. Si vous êtes à 41% comme TMI, on est déjà à 58,2%. Donc c'est quand même des taux de taxation relativement prohibitifs. En face, la bourse, les dividendes que vous allez toucher, ils vont être taxés au pire à la flat tax à 30%, et dans un PEA, ils vont même pouvoir composer sans être taxés, puis être taxés à 17,2% en sortie seulement aux prélèvements sociaux. Donc forcément, là, sur la fiscalité de l'exploitation, il y a un gain pour la bourse, et j'ai envie de dire, il y a même un gain qui vaut plus qu'une pénalité. Là, je vais mettre un essai transformé, ce qui nous fait 25 à 16 pour la bourse. Alors par contre, il y a un autre aspect de fiscalité qu'on oublie un peu moins, c'est la fiscalité en sortie, à la revente. Et là, notre immobilier, il s'en sort peut-être pas si mal que ça. Alors déjà, on a l'exonération sur la plus-value de résidence principale. Et puis, mine de rien, alors c'est long, mais au bout de 30 ans, on est totalement exonéré sur la plus-value avec des exonérations partielles, entre guillemets. Et puis, si on compte que les prélèvements sociaux, l'impôt sur le revenu, ça va être au bout de 22 ans. Donc, on peut revendre de l'immobilier en étant totalement exonéré d'impôts si on laisse le temps passer. Sur la bourse, quoi qu'il arrive, on va être taxé sur sa plus-value à un moment donné. Alors si on est sur compte titre à la flat tax à 30%, si on est sur PEA, aux prélèvements sociaux à 17,2%. Mais c'est là où je voudrais que vous notiez quand même, c'est qu'en plus, il n'y a aucune correction pour l'inflation par rapport à vos positions. C'est-à-dire que vous payez cette taxe sur votre plus-value, mais dans cette plus-value, il y a une partie, c'est juste de l'inflation, c'est pas de la plus-value, c'est pas de la vraie plus-value en fait, c'est juste l'ajustement en euros courants en fait. Et ça, on n'a aucune correction dans le calcul de plus-value en disant il faut ajuster de l'inflation votre position que vous aviez prise il y a 6 ans sur cette action, ou il y a 10 ans sur cette action. Donc vous allez payer à long terme de l'impôt, de la taxe sur l'inflation. Et donc là, pour le coup, on va marquer un petit essai non transformé, parce que ça se joue un peu moins que sur l'exploitation, pour notre immobilier, qui va revenir à 25-21. Et alors j'ai envie de dire, je vais arrêter le match là, oui et non. J'ai passé tous mes critères, et donc on est à 25-21 en faveur de la bourse. Et je pense que quand on est en situation de patrimoine établi, c'est à peu près ça, il y a un léger avantage quand même pour la bourse par rapport à l'immobilier. Sauf que, quand on est au départ en construction de patrimoine, j'ai envie de dire l'aspect pour lequel on a mis un essai transformé du levier du crédit immobilier, il est tellement important que dans ce cas-là, il mérite un deuxième essai transformé. C'est-à-dire qu'en gros, je vais finir ce match avec deux scores. Un score où la bourse finit le match à 25 à 21 si on est en phase de patrimoine déjà plus ou moins établi, avec un patrimoine qui commence à être sympathique. Et je vais faire gagner l'immobilier 28 à 25, puisque je vais lui donner un autre essai transformé, si on est plutôt en phase de construction et d'amorçage de ce patrimoine, donc avec plutôt un petit avantage pour l'immobilier dans ce cas-là. Bon, comme vous voyez, j'arrive sur des scores serrés, alors c'est un peu pour le jeu aussi de faire ce petit match de rugby entre la bourse et l'immobilier. Et si j'arrive aussi sur des scores assez serrés, c'est que vous voyez, il y a des avantages, des inconvénients aux deux, et pour moi, et dans mon parcours ça a été comme ça, c'est des actifs et des types d'investissements qui sont assez complémentaires. À la fois sur la façon de faire la performance, sur les frais, sur la fiscalité, sur les types de risques auxquels ils nous exposent, ce sont vraiment des investissements, à mon sens, qui sont complémentaires. Donc dites-moi, vous, ce que vous en pensez sur les commentaires, si vous êtes vraiment première langue immobilier et première langue bourse, et puis que vous ne touchez pas à l'un ou que vous ne touchez pas à l'autre, si vous faites les deux, si vous ne le faites pas encore, mais que vous comprenez que vous allez devoir vous diversifier. N'hésitez pas à échanger en commentaire, ça me fera plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle mes livres, donc sur l'immobilier, le best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent, mis à jour récemment avec les nouvelles réglementations et puis surtout l'état du marché actuel un peu plus difficile qu'à une époque. Sa suite, 77 exercices pratiques pour l'investissement immobilier intelligent. Mes livres de bourse, Investir en bourse, style gagnant, style perdant, et puis le petit roman financier, L'allocateur rebelle, qui vous enseignera
un peu des choses sur Warren Buffett. Et puis plus pour les débutants, mon livre généraliste sur la gestion de patrimoine, construisez et gérez votre patrimoine avec succès. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le format et puis le sujet, n'oubliez surtout pas de mettre le petit like et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, je vous mets le lien vers mes livres et puis des petits bonus à télécharger dans la description de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.